L'amour, quel mot pour le dire? De la poésie au roman, de la chanson au langage courant, l'amour reste un thème central de la littérature. Universel, intemporel, l'expression du sentiment amoureux a-t-elle changé, évolué? Il y a plusieurs manières de le dire et autant de manières de l'écrire. Alors quelles sont les écrivaines et les écrivains qui ont le mieux raconté ce sentiment? Vous nous direz ce que vous en pensez. Vous avez déjà envoyé plusieurs avis et recommandations de lecture sur le hashtag Book Club Culture. Elles nous portent à notre connaissance des poèmes d'amour écrits par des femmes. Dans une anthologie de la poésie féminine, rééditée en poche, l'écrivaine Françoise Chandernagor, membre de de l'Académie Goncourt. Il y a peut-être une raison, hein, et vous le dites, elle est si masculine cette Académie Goncourt. Membre donc de l'Académie Goncourt. Moins qu'avant. Mais en avant, les femmes dans la poésie. Bonjour à vous, Françoise Chandernagor. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Maîtresse de conférences en linguistique à la Sorbonne, Julie Neveu a d'abord travaillé sur les mots du grand poète anglais du XVIIe, John Donne, Le sentiment dans la langue, puis publié une enquête sur le XXIe siècle. Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous. Dans son nouvel essai Fiction, la linguiste a étudié le langage de l'amour, de la rencontre à la rupture, ou comment les mots révèlent nos sentiments. C'est publié chez Grasset. Bonjour Julie Neveu. Bonjour. Un essai fiction. Et ça, vous le dites vous-même, vous l'écrivez, car en parallèle de l'étude de notre langage amoureux, vous imaginez le couple qu'auraient formé Roméo et Juliette à l'heure du Covid, après une rencontre en pharmacie et un coup de foudre. Vous leur avez mis quoi? Tous les mots de l'époque dans la bouche? Non, en fait, des mots éternels, justement. Tous les mots qu'on a besoin de dire à toutes les étapes et la façon dont notre langage épouse l'évolution de nos sentiments. Et c'est donc l'histoire plutôt de Juliette et Roméo, plutôt que de Roméo et Juliette. Je me suis amusée à mettre Juliette en avant pour montrer un prisme féminin, justement. Une réécriture de cette histoire ou de ce langage amoureux. La pharmacie, d'ailleurs, où travaille Juliette, se trouve boulevard Magenta à Paris. C'est aussi là qu'André Breton a rencontré Nadia. Je ne le savais pas. Vous m'apprenez quelque chose. Bonjour Sébastien Thème. Bonjour, moi j'ai rencontré personne à la pharmacie. C'est vrai? Allez, boulevard Magenta quand même, ça peut arriver. Vous êtes avec nous. Ça, en fait. Vous êtes avec nous à distance parce qu'un peu souffrant, mais vous êtes là, bel et bien présent, et vous avez ressorti de votre propre bibliothèque aussi tous vos recueils amoureux, vos anthologies. Au sommaire, Sébastien, de ce club de lecture sur les mots d'amour. Un roman d'amour physique là, de l'anglais D.H. Lawrence, L'amant de Lady Chatterley, adapté pour Netflix, et puis une manifestation théâtrale et littéraire dédiée à la création de textes dramatiques au féminin. Et on commence par quoi? Avec la question posée aux auditrices et aux auditeurs de notre book club et qui a eu, il faut bien le dire, énormément de succès. Une question ultra populaire. Qui a su le mieux trouver les mots pour écrire l'amour? Voilà, c'était notre question ultra populaire. Donc, et des réponses tout autant passionnées que passionnantes entre poésie érotique, mots d'amour de toute éternité. Enfin, écoutez plutôt nos lectrices, Laurie et Valentine, des lectrices amoureuses. Pour moi, Griselide Israël, c'est la grande poétesse de l'amour au XXe siècle. Quand on lit Chair vive, on découvre une poésie furieuse, vibrante, lumineuse. Griselide Israël parle l'amour au travers de ce qu'il a de plus insondable, la violence du désir et des tourments du cœur, l'absence, qui n'est finalement que présence, grâce à l'écriture. Il y a le rapport au corps, le corps qui exulte et le corps souffrant. Et puis, il y a cette glorification de la femme amoureuse portée au nu dans son poème Femme, qu'elle adresse à tous ses amants, présents et futurs, qu'elle écrit en 65 et dans lequel le jeu se fait universel. Je suis l'unique, indivisible et multiple. Je renais chaque nuit, sculptée par vos caresses, et guide vos visages vers de secrets univers. Elle laisse la trace d'une grande poétesse à la voix féminine, conquérante, solaire et profondément libre. Si l'on parle d'amour et de langage, je pense qu'il faut aussi parler de poésie. Et il y a une poétesse qui a su retranscrire l'amour mieux que personne. C'est Rosemonde Gérard, une poétesse née à la fin du XIXe siècle, qu'on présente souvent d'ailleurs comme la femme d'Edmond Rostand. Et donc c'est à elle qu'on doit les vers que l'on connaît tous. Et comme chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain, qu'importeront alors les rides du visage, si les mêmes rosiers parfument le chemin. Ça, c'est un refrain amoureux, universel qui traverse le temps, que tout le monde peut s'approprier, et c'est pour moi la quintessence et la meilleure interprétation de ce qu'est l'amour encore aujourd'hui.
Sébastien Thème, une question pour nos Alors, invités. Julie Neveu, Françoise Chandernagor, est-ce que vous partagez les goûts littéraires et amoureux de Laurie et Valentine? Alors, Griselidis, Françoise. je ne la connais pas. Alors, il est vrai que je me suis limitée dans le temps pour mon anthologie. Je suis partie, j'ai quand même mis Sappho parce que c'est impossible de ne pas la mettre. Mais c'est une anthologie de la poésie féminine francophone, française. Et j'ai arrêté le choix des poétesses parce qu'on n'a pas forcément une bonne visibilité dans la période contemporaine. J'ai arrêté à des gens nés avant la dernière guerre. Et Rosemonde Gérard, en revanche, je connais, et à part ce poème qui est très connu et qu'on trouve... dont on trouve la phrase célèbre partout sur toutes les petites assiettes décorative et les rondes serviettes. Vous avez choisi l'éternelle chanson. Hein, je ne la tiens pas en très grande estime littéraire, mais bon, chacun ses goûts. Mais pour dire une phrase immortelle, alors aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, oui, peut-être c'est immortel, mais pour moi, la phrase immortelle en amour d'une poétesse, c'est Marie de France, dans son Lait du chèvrefeuille, qu'elle consacre à l'amour de Tristan et Iseut. Pour moi, l'amour de Tristan et Iseut, il n'y a rien de plus sublime et extraordinaire. Et elle a cette phrase formidable que Tristan fait passer très discrètement en secret à Iseut à un moment donné où ils sont séparés et où le roi Marc surveille terriblement sa femme. Il lui dit « Belle amie, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous ». Et je pense que ni vous sans moi, ni moi sans vous, c'est la plus forte expression du sentiment amoureux. On est amalgamé, on ne peut plus vivre sans l'autre, ou on n'imagine pas la vie sans l'autre. Et d'ailleurs, ils meurent tous les deux de leur amour. Voilà, il y a un chapitre dans votre livre, Julie Neveu, et après je vous laisse répondre aussi à la question de Sébastien, qui s'appelle « Le temps des pronoms, juste toi et moi ». C'est ce que vient d'évoquer à l'instant Françoise Chandernagor. Quand on en arrive là, c'est déjà qu'on est dans un moment de dépossession de soi et de projection de l'amour que l'autre va cristalliser. C'est-à-dire que c'est le moment où on est au plus proche de l'autre. Donc vous avez parlé de fusion, Françoise, et en effet, c'est le moment où on n'a plus besoin de nommer l'autre par un prénom, un nom qui serait extérieur. Il n'y a plus d'existence indépendante de l'autre. Et donc, il n'y a plus que les pronoms qui consacrent vraiment ce duo. Et pour rebondir sur ce qu'ont dit les auditrices, le choix de Rosemonde Gérard, qui peut-être littérairement n'est pas votre préféré, mais je pense que on préfère ce qui nous parle la plus, quelle partie de l'amour nous parle le plus et nous semble la plus importante. Et donc, cette jeune femme disait, citer chaque jour, je t'aime davantage. Et c'est en effet sur les rondes serviettes. Pourquoi ça parle à tout le monde? Mais parce que c'est cette prouesse qui est célébrée ici, à savoir que les mots d'éternité peuvent s'inscrire dans la durée, peuvent devenir monnaie quotidienne. Donc, je t'aime davantage aujourd'hui, plus qu'hier, etc. C'est notre fantasme à tous, c'est-à-dire que l'amour intense puisse vraiment s'inscrire dans un quotidien. Et donc ça fait très plaisir. C'est peut-être l'amour optimiste. C'est l'amour qu'on peut en effet vivre tout aussi intensément malgré le temps qui passe. Donc, je pense et tous les jours un peu plus, oui. Et tous les jours un peu plus, oui. Malgré l'absence d'obstacles. Parce que Tristan et Iseut, leur amour est d'autant plus fort qu'ils surmontent sans arrêt des obstacles. Exactement. Donc, c'est l'amour qui a dépassé le rêve du romanesque pour s'inscrire dans la durée et dans la réussite qu'est cet amour qui se construit lentement, doucement, mais sûrement. Donc, je pense que c'est pour ça que ça et c'est même possible. Enfin, Tristan et Iseut, c'est l'amour adultère. Enfin, bon. Bien sûr. Mais c'est même possible dans l'amour conjugal. Et là, c'est beau. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que ça plaît. Alors, le choix de Laurie, Rosemonde Gérard, figure, vous le disiez, dans votre anthologie, Françoise Chandernagor, un peu à votre corps défendant, puisque ce n'est pas votre poétesse préférée. Poème, bien sûr, on l'aura compris avec ce poème, l'éternelle chanson. Il est très connu, donc on ne peut pas le mettre. Mais pas Griselidis Réal. On va quand même juste peut-être l'évoquer. Alors, elle n'est pas née en plus avant-guerre, mais on va peut-être l'évoquer avec vous, Julie Neveu, et ce recueil Chère vive, poésie complète de Griselidis Réal, publié cette année aux éditions Segers, qui réunit en un seul volume les poésies écrites par l'écrivaine et prostituée genevoise tout au long de sa vie. Ce texte, il a été préfacé aussi, ou ce recueil, par Nancy Houston, qui ont dit que pour elle, c'est un cadeau rarissime, une voix poétique que l'on peut classer parmi les plus grandes du XXe siècle, mais à peu près inconnue. Et c'est vrai qu'en écoutant Valentine, la lectrice de notre club de lecture, on se rend compte quand même que les mots de cette femme, sa passion, même pour le sentiment amoureux, sont intacts dans le texte. Oui, et ce qui est beau, c'est qu'il y a cet amour physique aussi, avec le vers qui a été cité, je renais chaque nuit sculpté par vos caresses. Et donc sculpté
il y a le corps qui est présent. Et il y a une petite tradition peut-être de poétesse courtisane prostituée, enfin qui s'autorise à parler du corps, à parler de la consommation par le corps et de l'émoi qui passe par reprendre existence à travers les mains de l'autre, être touché, être modelé, remodelé. Et ça, c'est magnifique. Et c'est vrai que on s'aperçoit que ce genre poétique, un des genres poétiques très très à la mode au XVIe, XVIIe siècle, c'était le blason, qui consistait à découper le corps de l'être aimé. Et donc, bien sûr, c'est souvent des hommes qui se sont livrés. Presque toujours Des hommes. Mais quand il y a des femmes, ça fait blason du bien. du corps féminin, mais le blason du corps masculin, il n'y en a pas. Exactement. Et donc, quand il y en a, ça fait vraiment du bien. On a l'impression que la femme reprend possession d'une fantasmatique poétique à travers... elle se donne l'autorisation d'explorer le corps de l'homme comme objet érotique, ce qui est fait très, très peu souvent. Et ça, c'est intéressant. Très peu souvent dans la poésie amoureuse féminine. Moi, j'ai redécouvert cette poétesse, Marguerite Burnat-Provins, qui a vécu une histoire adultère et après, elle a divorcé, elle a épousé l'amour de sa vie. Elle était totalement oubliée. Elle a parlé du corps de son amant et c'est une des rares, sans que ce soit des poèmes à proprement parler érotiques, mais son amant, il existe, chaque partie de son corps, etc. C'est magnifique et je suis contente parce que des gens la redécouvrent. Elle a été peintre aussi. Peintresse, on aurait dit autrefois, ce qui était bien, on n'hésitait pas, poétesse, peintresse, troubadouresse, trouveresse, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu des poétesses, mais dès l'époque des troubadours, et qu'on a oublié les troubadouresses. Comment s'appelle-t-elle ? Marguerite Burnat-Provins. Voilà. Vous voulez nous lire l'extrait où elle parle du corps de son amant, si c'est si rare, je ne l'ai pas prévu, cet extrait-là, il faudrait que je le recherche, ça serait un peu long, mais elle parle vraiment du corps de son amant tout le temps, et c'est une des rares, parce que franchement, c'est les hommes qui ont parlé le blason du téton, le blason des yeux, le blason du sourcil, le blason des pieds, mais pas les femmes beaucoup, alors que, et je me suis aperçue d'une chose, c'est que les femmes qui aiment des femmes parlent du corps de l'autre. Et c'est notamment ce qui se passe avec René Vivien dans son amour pour Nathalie Barney. On la voit, Nathalie Barney, on sait la couleur de ses cheveux, sa façon de marcher, la couleur de ses yeux, alors que quand les femmes chantent un homme, on ne sait même pas la couleur de cheveux, quoi. Vous voulez peut-être lire Cécile Sauvage, page 204 ou aller. Cécile Sauvage. Là, vous avez aussi parlé d'un blason de femme, si vous voulez bien. Cécile Sauvage, alors... Pendant que vous le cherchez, si vous voulez, je lis un extrait de Marguerite Burnat-Provins. Le livre pour toi, extrait du chapitre 2 que vous mettez en avant dans cette anthologie, François Chandernagor. Parce que l'amour a nourri nos corps, comme les enfants nouent les tiges qu'ils arrachent au pré, parce que nos vies se sont mêlées comme se mêlent les eaux chantantes, je consacre à ta jeunesse un hymne enivré. Je dirai la lumière de tes yeux, la volupté de ta bouche, la force de tes bras. Je dirai l'emprise de tes mains longues qui font à ma taille une ceinture frémissante. Je dirai ta poitrine battante soudée à ma poitrine et tes jambes aussi fermes que le tronc de l'érable. Oui, c'est beau, elle sait très bien parler de lui tout le temps. Julie, vous voulez ? Mais oui. Alors, donc Cécile Sauvage qui parle du corps de son amant. Sur le lit plein de ton parfum, je vais dormir comme en tes bras et revivre encore tes caresses, te retenir nu contre moi, sentir tes formes sur les miennes et ton désir lourd et tremblant, grelotter de fièvre à mon flanc. J'aurai faim de ta chair vivante, j'aurai ta vie entre mes mains. Alors ça, c'est resté longtemps ignoré. Parce que Cécile Sauvage, c'est une histoire extraordinaire. C'est la mère d'Olivier Messiaen, le musicien. Et on pensait que... elle avait écrit quelques poèmes d'amour pour son mari. Elle a surtout écrit sur les enfants et sur la gestation, sur la grossesse, parce qu'elle ne supportait pas... Elle avait l'impression que l'enfant était son amant dans son ventre. Enfin, j'ai jamais vu des poèmes aussi beaux. Et la rupture se passait quand ils naissaient. Mais enfin, elle a aimé ses enfants. Et on a découvert très récemment qu'elle avait eu en fait un amant qui était son jeune éditeur et que la guerre de 14 a interrompu tout ça et voilà, ça s'est terminé mal parce qu'au retour de la guerre, il a épousé quelqu'un d'autre puisqu'elle était mariée, qu'elle avait des enfants. Elle en est morte d'une certaine manière de cette rupture et elle a écrit des poèmes érotiques qu'on ne connaissait pas et qui sont sortis très récemment.
Dans votre anthologie, Françoise Chandernagor, éditée au Point, vous réunissez des grandes figures dans un même souffle poétique et amoureux. Louise Labbé, Anna de Noailles, Louise de Villemorin, André Chédid, entre autres. Dans votre essai fiction, Julie Neveu, vous partez à la rencontre du sentiment amoureux, du coup de foudre à la rupture, parce que ça fait partie aussi de l'histoire. Et vous traversez les grandes étapes de nos romances avec Stromae, avec Barthes, avec Aragon, avec Barbara, avec Corneille et tant d'autres. On y revient. Mais d'abord, on se tourne vers vous, Sébastien Thème. Ouais. Oui, on va entendre quelques mots d'amour, mais de vos lectrices, Françoise Chandernagor et Julie Neveu. Camille et Mélanie ont lu vos 2 livres et ont des questions pour vous. Écoutez. Cette anthologie a marqué ma vie de lectrice il y a bientôt 5 ans, me faisant découvrir des poétesses telles que Marie Doguet ou encore Marceline Desbordes-Valmore, et en redécouvrir d'autres, Sappho, Louise Labbé. Amoureuse de poésie depuis toujours, elle m'a poussée à m'intéresser davantage aux poétesses, à lire leur travail, à découvrir leur parcours de vie. Des femmes inspirantes, artistes, qui ont été oubliées voire invisibilisées, mais également d'autres, plus contemporaines, qui continuent de remuer le genre. D'ailleurs, Madame Chandernagor, je serais curieuse de savoir quelle poétesse avez-vous découvert récemment. Le langage de l'amour de Julie Neveu. Voilà un essai fin, percutant, documenté, plein d'humour. Je l'ai dévoré en quelques jours, j'ai déjà envie de le relire et surtout de l'offrir autour de moi. Ce que j'ai adoré, c'est le côté très contemporain. Avec cette contextualisation autour de l'histoire d'amour que l'on suit en direct, je me suis reconnue souvent, surtout au début avec les premiers émois, à travers les rêveries autour du prénom de l'autre et les échanges de messages. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que l'auteur s'appuie sur des sources très diverses, des chansons, des films, de la littérature, des chercheurs. J'ai retrouvé des thèmes et des textes étudiés pendant mes études littéraires, notamment le théâtre et les blasons. Mais j'ai aussi découvert d'autres auteurs, par exemple des chercheurs en linguistique. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant. Pour finir, une question à Julie Neveu. Quel est votre prochain projet ? Toujours l'amour ou autre chose ? Ah, Julie Neveu, question de notre auditrice, de Mélanie. Je réponds là. Oui. D'abord, je voudrais la remercier. Merci beaucoup, beaucoup. Et ça me fait très plaisir. Et je travaille toujours sur l'expressivité dans la langue. En fait, c'est mon sujet de recherche de toute façon. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on transmet notre émotion quand on ne la décrit pas. Vous voyez, quand on ne sait pas rentrer dans le lexique. En linguistique, on parle de lexicalisation, c'est-à-dire dire « je suis amoureuse », c'est décrire finalement, c'est pas faire ressentir l'amour. Mais dire « je suis née au milieu du jour », toujours comme Cécile Sauvage, là oui, on renaît grâce à l'amour, il y a une renaissance qui n'est pas celle, la première, quoi. Donc c'est ça qui me passionne, donc je travaille beaucoup sur les métaphores, et pour dire la vérité, je ne sais pas ce que sera le prochain livre grand public, on va dire, puisque je travaille pour la fac en ce moment plutôt pour essayer de faire une sorte de seconde thèse, toujours sur l'expressivité, justement, comment il y a ce conflit entre le langage et le sentiment quand il est très intense, et comment cette intensité est transmise, apparaît tous les indices qui sont dans la langue et qui montrent qu'il y a un locuteur, une locutrice qui est en train de palpiter, de ne pas trouver ses mots, de produire plus de bruit, plus de forme, plus de sens quand le langage, en fait, fait retour sur lui. Ce qui est d'ailleurs la poésie. C'est pour ça qu'on fait de la poésie et pas de la prose. C'est que tout à coup, la forme l'emporte. C'est par la forme qu'on va travailler le sentiment et produire un objet artistique qui va pouvoir être mis à côté et traduire, transcrire notre sentiment. Donc c'est ça qui me passionne et je travaille toujours là-dessus. J'écris du théâtre aussi, vous le savez peut-être, et j'écris en ce moment des scénarios. Donc j'écris beaucoup, toujours, et ce que sera le prochain projet que vous pourrez lire, ça, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore vous le dire. Ça ne doit pas être facile d'avoir une relation amoureuse avec vous, si à chaque fois que votre interlocuteur ou interlocutrice vous dit quelques mots d'amour, vous les lui décryptez. C'est pas facile non plus d'être mon ami, puisque c'est tout, c'est dans tous les domaines que je décrypte en permanence. Mais c'est facile aussi, puisque je suis très tolérante, étant moi-même la première autrice de formules plus ou moins heureuses. Françoise Chandernagor, est-ce que vous avez redécouvert ou découvert des poétesses que vous ne connaissiez pas ou méconnues en faisant cette anthologie, et notamment demander, Camille, peut-être des poétesses plus contemporaines? Écoutez, oui et non. En tout cas, j'ai contribué à faire couronner par le Goncourt de la poésie. Nous en avons un qui maintenant s'appelle le prix Robert Sabatier, puisqu'il a donné une dotation pour ce prix. Et j'ai contribué à faire avoir ce prix à Annie Scholes, dont je donne quelques extraits dans mon anthologie.
anthologie qui n'était pas très connue en France. Elle est luxembourgeoise. Elle a commencé par écrire en allemand et ensuite elle a écrit en français. Et ben voilà, elle a eu le Goncourt de la poésie et j'en suis très heureuse. Et j'avais contribué avant aussi à faire avoir le Goncourt de la poésie à Vénus Rourigata, que je lis toujours, qui est Poétesse toujours parmi libanaise, nous et qui installée en libanaise France. et qui écrit des choses magnifiques et qui a écrit des romans magnifiques, très poétiques et très beaux. Et puis j'ai aussi contribué à faire avoir le prix de la poésie à Liliane Wouters, une Belge qui a écrit des choses très belles sur l'amour, mais aussi sur sa vie et à la fin de sa vie, qui a été une vie difficile et dans une relative misère. Elle écrit, parce qu'il n'y a pas que l'amour, elle écrit un testament qui est très beau, si je peux en lire quelques extraits. S'il vous plaît. À l'enfant que je n'ai pas eu, à l'enfant dont je porte en moi les initiales, enfant conçu toujours inachevé, qu'on me fait, que je fais à chaque fois que j'aime, qui se défait en moi pour donner un poème, à l'enfant qui ne viendra pas clore mes yeux, choisir l'ultime drap, à cet enfant je lègue devant Dieu l'argent qui m'est entre les doigts filé, le coin de ciel que j'ai scruté en vain, les jours passés que je n'ai pas vécus, les jours vécus près desquels suis passé, le temps mortel à qui j'ai survécu, l'heure éternelle est pourtant effacée, l'amour jeté dont j'ignorais le prix, l'amour donné à qui ne sut le rendre, l'amour offert qu'aussitôt je repris, l'amour perdu qu'on voit dehors attendre. Alors la grande question qui traverse vos deux livres, c'est quand même de savoir est-ce que les femmes écrivent et disent l'amour différemment des hommes. Et vous êtes reparti pour cette anthologie, François Chandernagor, de vos propres préjugés. Vous le racontez quand votre éditeur vous demande de faire cette anthologie de la poésie féminine. Il n'y a pas matière, hein, grosso modo. Il n'y a vraiment pas matière. Et du coup, on se rend compte quand même que les lectrices de notre book club ont choisi, elles aussi, comme vous, de privilégier de la prose ou de la poésie écrite par des femmes, mais dans le domaine de l'amour, il y a quand même, et vous le dites, une forme de misogynie qui reste de mise. Dans les manuels scolaires et les anthologies, vous êtes allé chercher les textes qui composent cette anthologie, il n'y avait quasiment que des hommes. Et dans le langage amoureux, Julie Neveu, que fait l'amour ? Qui fait l'amour ? Le plus souvent encore, c'est l'homme à la femme, hein, vous le racontez, tout comme baiser, qui baise qui. Vous évoquez cette myriade d'autres verbes synonymes de celui-ci, dont la plupart sont phallocentrés. Il y a une inégalité historique entre hommes et femmes. Oh, bien sûr, je crois que oui, c'est bon, c'est pas discutable là-dessus. Voilà. Mais que la langue emporte la trace, ça c'est intéressant parce que même à notre époque où on commence peut-être à avoir quand même une société égalitaire où tout le monde est conscient des enjeux, eh bien évidemment notre langue en fait elle traîne un peu derrière, c'est-à-dire qu'elle traîne des images, des clichés, des façons de se représenter et elle distribue toujours des scénarios. Vous savez, quand on a sujet, verbe, objet, eh bien la personne qui se trouve le plus souvent en objet, c'est la femme. Donc je te possède, on imagine plus un homme qui dit ça, on l'a plus souvent entendu. Donc on a tous des encyclopédies qui sont à la fois des encyclopédies linguistiques qui sont singulières et collectives, culturelles, et qui sont riches de ces imaginaires qui sont, sexistes souvent. Donc on s'en rend compte en prenant conscience. On peut changer ça. Et bien sûr, il y a un espace d'exploration incroyable, ludique comme tout, pour reprendre possession de ça. Mais je cite Marguerite Duras qui s'amuse déjà de cette formule « se posséder » qui est complètement ambitieuse, ridicule, vaine et fausse, et que les hommes utilisaient plus souvent évidemment que les femmes. Et vous retoquez quand même dès le départ aussi de cet essai-fiction de grands auteurs, écrivains, Stendhal de l'amour ou Barthes avec les fragments d'un discours amoureux. Vous soulignez surtout l'extrême solitude qui réside dans leur conception même de l'amour, à tout le temps louer, vanter l'absence, le manque. C'est-à-dire qu'en me replongeant dans ces deux auteurs, je me suis dit mais c'est quand même incroyable. Les deux parlent surtout de douleur, de frustration et jamais de l'amour qui dure, qui peut-être marche, qui affronte ce qu'est l'autre en vrai, dans sa présence physique, dans sa récurrence, dans peut-être la lassitude. C'est-à-dire que chacun décrit ce que c'est que d'être refusé, d'être rejeté et de fantasmer à propos de l'autre en son absence. Et donc j'avais vraiment envie de parler du fait qu'on était deux dans l'amour, que c'était pas un discours à propos d'un être qui n'était pas là, même si ce que Barthes fait est magnifique bien sûr, mais que c'était surtout un dialogue qu'on pouvait échanger, qui pouvait montrer à quel point les sentiments évoluent quand on n'est plus frappé par la stupéfiante étrangeté qu'est cette autre personne qu'on s'en est mise à aimer, et quand l'autre devient une personne familière qui se désauvage, qui se désexualise, quand elle devient presque une encre ou
un meuble de notre décor. Je voulais montrer qu'est-ce qui se passe quand on parle, quand on s'adresse à l'autre et qu'on lui parle différemment avec le temps passant, qui sont des choses que je n'ai jamais vues traitées, oui, par les hommes. En compagnie de l'écrivaine Françoise Chanternacor pour son anthologie de la poésie féminine, Quand les femmes parlent d'amour, édité chez Point, et de l'essayiste linguiste Julie Neveu pour la parution de son ouvrage Langage d'amour, de la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments chez Grasset. Et avec mon complice Sébastien Thème, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. France Culture, bienvenue au club, il est 13h16. Sébastien Thème, on va entendre quelques mots d'amour encore, mais cette fois à travers le cinéma, de la page à l'écran. Il y a les mots d'amour et il y a l'amour physique. Et ça, on le voit avec un classique de la littérature écrit par un homme, c'est D.H. Lawrence. L'auteur anglais a fait paraître un grand texte sensuel, L'amant de Lady Chatterley, publié en 1928 en Italie, à Florence. Un roman sensuel, sexuel, au goût de scandale, longtemps considéré comme un roman obscène, notamment à cause de l'utilisation trop fréquente du mot fuck, en anglais baiser. Et oui, car c'est toute l'histoire du livre, le récit de l'éveil sexuel de Lady Chatterley, pas avec son mari, non, rendu impuissant suite à une paralysie, mais avec son garde-chasse. Et si je vous en parle, c'est parce que le roman est de nouveau adapté pour Netflix, avec Emma Corrin qui jouait la princesse Diana dans la saison 4 de The Crown. Je te prends, Clifford Chatterley. Bienvenue à Rugby, Lady Chatterley. Qu'est-ce que tu fabriquais, bon sang de bois? Vous savez à quel point cela pourrait mal finir. Imaginez comme vous vous sentiriez rabaissé, vous, avec le garde-chasse de votre mari. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. Toute cette tendresse. Je n'ai pas dit que tu étais doux. J'en ai assez des gentlemen. Moi, Connie. Moi, Oliver. Je te prends, Oliver. Tu confonds le sexe et l'amour. Pas du tout. Bien sûr que si. Dans la force. Je t'ai tout donné. Ça ne suffit pas. Et dans l'extase. C'est formidable, non? À quel point on peut avoir quelqu'un dans la peau. Sébastien Thème. C'était la bande-annonce de L'amant de Lady de Chatterley, adaptée de D.H. Lawrence pour Netflix. Une nouvelle adaptation, car il y en a eu beaucoup des adaptations de ce classique de la littérature. Une version de 1959 avec Daniel Darieux, une version érotique de Juste Jacques en 81, un téléfilm en 4 parties réalisé par le déchaîné Ken Russell en 93, et une version française, celle de Pascal Ferrand avec Marina Hans, sortie au cinéma en 2006 et qui a remporté 2 Césars, du meilleur film et de la meilleure adaptation. Françoise Chanternacor, Julie Neveu, est-ce que L'amant de Lady Chatterley, c'est un roman d'amour? Ah ben moi, si vous me posez la question, j'ai fait un mémoire dessus, tellement j'aimais ce livre et tellement je trouvais intéressant l'expressivité. D.H. Lawrence aimait beaucoup les femmes, il avait des grandes histoires d'amour. Donc je pense qu'il connaissait bien le point de vue féminin et il lui rend justice beaucoup, je trouve. Et il y a quelque chose qui me faisait un peu rire quand je faisais le mémoire, qui avait donc été jugé éminemment scandaleux, comme vous l'avez dit, au moment de la parution, et c'était les petits noms qu'il donne au sexe l'un de l'autre. Et donc il y a ces scènes qui sont en fait pas si... Enfin, ça a été jugé pornographique, mais c'est assez chaste quand on lit aujourd'hui, mais avec néanmoins, en effet, les personnages qui se mettent à s'adresser au pénis et au vagin l'un de l'autre. Et c'est très charmant, c'est très beau. C'est ça l'amour. Et vraiment, et l'adaptation de Pascal Ferrand de 2006 est magnifique. Moi, j'ai jamais vu une adaptation aussi belle, qui porte la sensualité des images, des sons. Et en fait, il y a quelque chose je trouve de très beau dans cette histoire d'amour. Alors, L'amant de Lady Chatterley, pour moi, c'est un roman d'amour, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais je pense que, alors, en juger par les poétesses que j'ai fréquentées pour écrire cette anthologie, le désir féminin n'est pas identique au désir masculin dans l'expression, c'est-à-dire que j'ai été frappée par un côté plus sensuel que sexuel chez les femmes, c'est-à-dire que quand elles sont dans la jouissance, dans le désir et dans la jouissance, tout d'un coup leur corps s'élargit aux dimensions de la nature tout entière. Et elles entrent tout de suite dans des comparaisons, dans des métaphores, dans un monde où elles sont rivières, sources, herbes caressées par le vent, je ne sais pas, elles deviennent panthéistes, si vous voulez, dans l'amour. Je ne crois pas
que les hommes, ce soit comme ça que ça se passe. Voilà. Mais enfin, après tout, j'ai pas d'expérience masculine, mais c'est très frappant dans la poésie féminine, et je ne crois pas que ce soit seulement par une forme de pudeur qui leur interdit d'être plus précise. C'est que je crois que à ce moment-là, il y a une explosion telle que elles sont le monde entier, la nature tout entière. Voilà, chez Laclos, on écrivait des lettres, racontez-vous, Julie Neveu. Chez nous, maintenant, des SMS. Et les liaisons dangereuses sont toujours là aussi à l'écrit. Vous soulignez dans votre livre que notre désir s'exprime d'abord dans la langue. Ainsi, la première phase de nos histoires d'amour se caractérise-t-elle notamment par une explosion du langage. Racontez-vous. Oui, mais c'est à différents niveaux. C'est-à-dire que non seulement on a besoin de raconter l'histoire, donc on construit un récit. L'histoire, l'événement qui est la rencontre, devient le début d'une histoire qu'on se raconte à soi, aux autres, et on prend un rôle et on construit comme ça, on développe une narration. Et aussi, on a besoin de parler à l'autre ou de parler de l'autre, mais donc de parler à l'autre. Et c'est vrai que j'ai fait une petite blague à propos des liaisons dangereuses que seraient les textos, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que il y a cette possibilité aujourd'hui qui exacerbe le fantasme qu'on peut construire sur l'autre et qui surtout crée une addiction nouvelle qui n'est pas propre à ce que le langage pourrait créer et à ce que l'autre personne pourrait créer, mais qui est propre au médium. C'est-à-dire qu'à force d'attendre que l'autre qui est absent normalement, mais dont on sait qu'il est présent potentiellement, qu'il peut répondre, dont on a vu parfois qu'il avait lu le message, ça crée une attente, ça augmente en fait l'impatience et la possibilité que soit assouvie immédiatement notre envie de le connaître totalement, qui est ce qui préside au début d'une histoire d'amour. Sébastien Thème, une question pour nos invités. Non, j'avais pas de question. Peut-être pour mon état. C'est juste pour moi. Est-ce que quand on est très malade, est-ce que l'amour reste ? Est-ce que l'amour. Est-ce qu'on continue à être amoureux ? Alors oui, je pense, parce que les femmes, j'ai été frappée en faisant cette anthologie, beaucoup meurent jeunes. C'est pas ce que je me souhaite. Je veux pas vous faire mourir, mais je veux dire, elles sont malades. Il y a des femmes là-dedans, il y en a pas mal de tuberculeuses, c'était une époque. Et ben quand même, elles sont très amoureuses, je peux vous le dire. Et quelqu'un comme Catherine Pozzi, qui a été la maîtresse de Paul Valéry et qui est morte jeune après avoir été très malade pendant une dizaine d'années, dont 8 ans de liaison avec Valéry, il a rompu et elle a écrit jusqu'à 3 semaines avant sa mort et des poèmes d'amour magnifiques. Donc vous voyez, en étant plus malade que vous quand même, les femmes écrivent encore des poèmes d'amour. Je peux aussi vous donner, Sébastien, le diagnostic du docteur Sartre, extrait du livre de Julie Neveu. Le désir est tout entier, chute dans la complicité avec le corps. Est-ce à dire que cette chute du désir peut correspondre, en tout cas... Non, attends, je voudrais dire autre chose. Vous les réhabilitez. Non, moi je pense que quand on est malade, il y a une sorte de transmutation du type de sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'a priori, si vous êtes très malade, vous allez éprouver de l'amour un petit peu, un petit peu extrait de votre situation physique, plus éthéré. Une sorte de reconnaissance à l'égard du monde entier qui vous entoure. Peut-être un amour un peu, vous avez envie de l'amour maternel, vous aimez tout le monde, plutôt. C'est quand même un amour extraordinaire, exprimé aussi par Cécile Sauvage et par tout ça. Elles ont toujours cet amour, mais elles savent qu'elles vont mourir. Voilà. Et donc, écoutez, Tristan et Iseult, qu'est-ce que c'est sinon une belle histoire d'amour et de mort, comme c'est présenté. On aime d'autant. Donc on peut pas dire. Alors, il va se dire, je suis proche de la mort maintenant, notre ami. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais jusqu'au moment où elles n'ont plus de force et elles n'en ont plus beaucoup, à la fin, elles songent encore à l'être qu'elles aiment. Allez, il nous reste quelques secondes. Julie Neveu, quel est le plus beau mot pour se dire au revoir ? C'est fini, c'est terminé. En amour, vous voulez dire quand comme on à la se quitte ? radio. Oui. Il n'y en a pas de beau. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il n'y a aucun mot qui puisse satisfaire, évidemment, la personne qui attend qu'on reste quand on aime. Donc, celui qui fait le plus de mal, mais qui est le seul efficace, véritablement, c'est la déclaration de désamour. C'est « je ne t'aime plus ». Mais il est infiniment difficile à dire parce qu'il est très douloureux et puisqu'il rompt le pacte qu'on a conclu en s'adressant des je t'aime symétriques au début de la relation d'amour. Donc, je ne t'aime plus est le seul qui vaille, vous voyez, qui soit efficace. Tout ce qui est de l'ordre de j'ai besoin de respirer, j'étouffe, qui sont les métaphores qui viennent naturellement, sont très douloureuses pour celui qui les reçoit. Merci beaucoup. Vous nous reparlerez dans la semaine, Sébastien Thème, de ce rendez-vous littéraire, le Paris des femmes, dont vous devez nous parler aujourd'hui, mais l'émission est passée trop vite.
Ce sera en janvier, on a le temps, on en reparle. Merci beaucoup à toutes les deux, ne bougez pas. Il est 13h25 sur France Culture. On entre tout de suite dans la dernière séquence de Bienvenue au Book Club avec les quadrithèmes de Charles Dantzig. Et on ouvre une nouvelle semaine en 4 volets autour des stars en littérature. On commence avec Sarah Bernard. Jean Cocteau, sauf erreur, a inventé l'expression « monstre sacré » pour désigner ces plus que vedettes, ces mieux que stars, les grandes comédiennes à vie de mythe. Mythe, M-Y. Ces comédiennes sont, ou étaient, il n'en existe plus, des monstres en effet, dans le sens où elles cherchaient à se séparer du commun. Et sacré, c'est à cause de nous. Le premier écrivain français à s'être exalté sur une comédienne est quelqu'un que l'on prend volontiers pour un sec et qui était au contraire un effusif. Voltaire a composé un poème sur une fameuse actrice de son temps. Adrienne Lecouvreur étant morte, il a écrit « Au lieu d'ennuyeuses matines, les grâces, en habits de deuil, chanteront des hymnes divines tous les matins sur ton cercueil. Sophocle, Corneille, Racine, sans cesse répandront des fleurs, tandis que Jocaste et Pauline verseront un torrent de pleurs. » C'est parce qu'elle était morte. Il faudra un certain temps après Voltaire pour que les écrivains osent chanter les actrices vivantes. Je pense que leur passage au statut de monstre sacré est venu du théâtre bourgeois et, plus encore, de l'opéra. Il a fallu qu'un auteur comme Victorien Sardou écrive Tosca, où Floria Tosca est, comme on sait, une célèbre chanteuse, puis que Puccini la lyricise dans son opéra, pour que se développe la conception de ces interprètes comme mythes vivants. Et donc, Sarah Bernard. Elle n'aurait pas été mondialement célèbre si elle n'avait interprété que Phèdre. Elle a joué beaucoup de Victorien Sardou, Théodora, Cléopâtre, théâtre facile et vaguement prétentieux qui convenait parfaitement aux digestions du public qui allait le voir. Comme Sarah Bernard était très intelligente, elle y trouvait des rôles de reine ou d'impératrice auxquels l'imagination populaire a fini par l'associer. Je ne veux pas dire que sa carrière a été une imposture, loin de là. Tous les témoignages confirment qu'elle a été une grande actrice, mais une grande actrice qui nous a aidés à la sacraliser en choisissant des rôles populairement monstrueux. Elle avait de l'audace et de l'esprit. On connaît les anecdotes sur son crocodile, le cercueil où elle dormait, et ainsi de suite. Tout cela, c'était de la bête à Cocteau. Il aimait l'exagération, le comique, l'artifice, le génie, toutes choses dont Sarah Bernard n'était pas avare. De Cocteau, lisez Les Portraits souvenirs, ce livre exquis. Vous y trouverez des pages affectueusement railleuses sur Sarah Bernard, pleines d'humour et d'affection. Quel délice lorsque le rideau jaune s'écartait après la pièce, lorsque la tragédienne saluait, les griffes de sa main gauche enfoncées dans le poitrail, la main droite au bout du bras raide s'appuyant au cadre de la scène. Semblable à quelques palais de Venise, elle penchait sous la charge de ses colliers et de la fatigue, peinte, dorée, machinée, étayée, pavoisée, au milieu d'un pigeonnier d'applaudissements. Bravo aussi, Cocteau. Demain, Truman Capote et Marlon Brando au menu des quadrithèmes de Charles Dantzig. Merci François Chandernagor, merci Julie Neveu d'avoir été avec nous, merci à toutes les deux. Et un grand merci à toute l'équipe de Bienvenue au Book Club, Oriane Delacroix et Didier Pinault, Alexandra Laïbegovic et bien sûr Sébastien Thème pour ce Book Club amoureux.